Docteur Réginald Dalouche, bonjour à vous. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes médecin, ingénieur biomédical et chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et du surpoids. Et vous consacrez votre nouveau livre publié chez Albin Michel à un problème de santé publique majeur, le sucre. Le sucre, l'ennemi public numéro 1, c'est le titre de l'ouvrage. Vous écrivez qu'il est le responsable d'une épidémie mondiale insidieuse car ses effets ne se révèlent que lentement. C'est le meilleur de nos ennemis dans l'assiette ? Il y en a beaucoup d'ennemis désormais parce que vous savez qu'aujourd'hui, le sucre n'est pas tout seul. Il a des complices. Ces complices, on les connaît. Ce sont les perturbateurs endocriniens. Ce sont beaucoup de molécules chimiques qui sont intégrées dans les plats industriels. Et en fait, le sucre, on a par contre une relation très privilégiée avec le sucre parce que lorsque nous sommes comme à l'état de fœtus dans le ventre de notre maman, on déglutit un liquide qui est déjà un peu sucré. Donc en fait, on a quelque part codé dans notre cerveau ce besoin et cette envie de sucre. Quand vous tétez le téton de votre maman pour l'allaitement, si le lait est légèrement sucré, c'est qu'il est bon pour la consommation. S'il est acide, c'est qu'il y a une infection. Vous voyez, il y a un codage réel. Le problème, c'est que aujourd'hui, le sucre est partout. Il y a 2 siècles, il n'y avait pas de sucre. On n'achetait pas de sucre en poudre. D'ailleurs, le sucre est considéré comme un produit naturel, ce qu'il n'est pas. Le sucre vient de la canne à sucre ou de la betterave sucrière et il nécessite un traitement. Vous savez, on prend le jus de la canne, on le chauffe, ensuite on le cristallise, on le déshydrate, on le cristallise. En fait, c'est un produit qui est un produit industriel. Et ce produit qui était exceptionnel il y a encore 2 siècles, puisque le seul sucre qu'on avait, c'était les fruits. Aujourd'hui, il est partout. On le met partout parce que c'est un bon conservateur. C'est aussi un exhausteur de goût. Il couvre les acidités dans les produits industriels. Et en fait, aujourd'hui, on est confronté à une consommation de sucre très importante. Alors, c'est surtout contre le diabète de type 2 que vous souhaitez alerter l'opinion publique. Le diabète de type 2, dont l'OMS a souligné la dynamique hors de contrôle. Qu'est-ce qui le génère au quotidien ? Alors, le diabète, si vous voulez, c'est multifactoriel. D'abord, il y a alors, on parle du diabète de type 2. Vous savez qu'il y a deux grands diabètes, en gros. Le diabète de type 1, qui est une maladie auto-immune, c'est surtout l'adolescence, les enfants ou les nourrissons. Ce sont des enfants qui, lors d'une infection ou ça peut être un stress majeur, vont faire des anticorps contre leur propre pancréas. Le pancréas qui fabrique l'insuline, qui est indispensable pour faire entrer le sucre dans les cellules. Et à ce moment-là, ils n'ont plus d'insuline et il faut les traiter. Ça, c'est 10% de tous les diabètes et c'est avant 20 ans. En général. D'ailleurs, un petit message à ce sujet, c'est que souvent, les mamans ou les pères sont culpabilisés par le diabète de type 1 de leur enfant. Il faut les rassurer, les facteurs héréditaires ne sont que de 2,5% dans le type 1. Donc, ce n'est pas leur faute, je tiens à le dire. Et nous, parents, on est parfois moins vigilants sur le deuxième risque ? Voilà, exactement, tout à fait. Le deuxième risque, si vous avez un parent diabétique de type 2, donc le type 2, c'est le diabète qu'on appelait le diabète gras. C'est sédentarité, on mange pas très très bien, on fait pas attention. Et puis on a ce diabète qui fait 90% de tous les diabètes. Il faut savoir que dans le monde, il y a à peu près 800 millions de diabétiques, incluant ceux qui ne le savent pas encore, parce que c'est très insidieux le diabète, on ne sait pas qu'on est diabétique. Plutôt dans les pays riches ? Dans les pays riches et dans les pays pauvres. En fait, le diabète, lui, ne connaît pas de frontières, il n'a pas non plus de ségrégation financière. Il s'installe là où les gens mangent mal et où les gens sont sédentaires. Et donc, ce diabète-là, 90% de tous les diabètes, c'est un diabète. Lorsqu'on a un parent diabétique, on a 30% de risque d'être diabétique soi-même. Lorsqu'on a 2 parents diabétiques, on a plus de 50% de risque de le dire. Donc, premier complice, l'hérédité. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Il y a un petit facteur important, c'est lorsqu'une maman a eu un diabète de grossesse, qu'on appelle le diabète gestationnel, elle a plus de risques, elle a quasiment 50% de risque d'être diabétique après 40 ans. Donc, il faut se surveiller. Parce que même s'il disparaît après l'accouchement ? Oui, exactement, tout à fait. Le diabète gestationnel, c'est un diabète qui apparaît au 3e mois de la grossesse et qui disparaît à l'accouchement. Mais il met la maman à risque. Cela dit, si elle prend les bonnes dispositions, elle ne l'aura pas. Et donc, ce diabète, si vous voulez, aujourd'hui, est devenu très, très important. Il touche tout le monde, il touche toutes les classes sociales. Et pourtant, on peut faire des tas de choses pour l'éviter. Alors, vous donnez beaucoup d'exemples et d'illustrations pour être très pratique. Si, par exemple, on a du mal à digérer un gros dîner, si on se réveille souvent la nuit, ou si on est un peu fatigué dans l'après-midi, on a des coups de barre, c'est probablement lié au sucre ? Écoutez, le sucre
à part une prise de sang pour vous dire combien de sucre vous avez dans le sang, hein, je rappelle que le taux normal est entre 0,7 g par litre et 1,05 g par litre, hein, pour la glycémie à jeun. Et en fait, il faut faire une prise de sang pour le savoir. Moi, je recommande qu'on fasse une prise de sang tous les ans pour mesurer son sucre, parce que c'est extrêmement important, et même aussi de mesurer ce qu'on appelle l'hémoglobine glyquée, qui est en fait une donnée simple à mesurer et qui va donner 3 mois en moyenne de glycémie dans le sang. Et donc, voilà, en général, la plupart des gens le découvrent lorsqu'ils font un prêt à l'assurance. Les assureurs, eux, ils savent que le diabète, ça peut être quelque chose d'assez... qui ronge, qui ronge tout doucement, il est très insidieux. On n'est jamais... si vous voulez, le diabète, il n'y a pas de symptômes, sauf parfois une certaine irritabilité. On peut aussi avoir l'impression de faire... C'est pas quelque chose qui inquiète. D'aller uriner plus... Pardon ? Ce n'est pas quelque chose qui inquiète et qui pousse à faire des examens ou aller voir son médecin. Exactement. Et c'est ça qui est un peu dommage. Et alors que votre médecin est vraiment la personne qui peut vous aider. D'autant qu'il y a une phase qui s'appelle le pré-diabète, qui va durer 5 à 15 ans. Vous n'êtes pas tout à fait diabétique. Être diabétique, c'est avoir une glycémie à jeun supérieure à 1,26 g par litre à 2 reprises, à 15 jours d'intervalle pour en être sûr. Parce que parfois, on peut avoir des augmentations comme ça un peu opportunistes. Et donc, on a cette période de pré-diabète où on a une glycémie comprise entre 1,05 g par litre et 1,25 g par litre. Et là, l'avantage, c'est que c'est réversible. Donc, si on prend les mesures nécessaires, eh ben, à ce moment-là, on peut revenir. C'est ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre. En fait, dans ce livre, il y a 4 parties. Il y a une première partie qui vous montre la relation que nous avons avec le sucre, tout au long des âges. Que j'ai commencé au fœtus et puis on peut aller jusqu'à 80, 90 ans. Produit qui est très addictif, plus que la cocaïne, rappelez-vous. Alors, ça, c'est les grandes expériences qui ont été faites au CNRS de Bordeaux, l'équipe de Serge Ahmed, qui a montré que, en fait, c'est très, très drôle, cette expérimentation, est extrêmement scientifique. Il est spécialisé dans les drogues, lui. Et donc, il cherchait, pour des rats, la cocaïne, il cherchait un groupe témoin pour comparer. Et il a mis de l'eau sucrée. Et puis, à sa surprise... je suis fan de Serge Ahmed parce qu'il c'est un vrai scientifique et il nous a vraiment ouvert les yeux. Et les rats ont été vers l'eau sucrée. Il s'est dit, en bon scientifique, je me suis trompé. Il y a un truc qui ne va pas. On recommence. Alors, on recommence, mais je vais rendre des rats addicts à la cocaïne, je vais les sevrer et je leur refais la proposition. Et quand il refait la proposition, il retourne vers le sucre. Alors, il faut faire attention. Les rats ne sont pas des hommes et les hommes ne sont pas des rats. Donc, il y a des différences quand même sur ce qu'on appelle le circuit de récompense. Parce que vous savez que sur le bout de la langue, on a des petits capteurs, 10-12 000, qui sont sensibles au salé, au sucré, à l'acide, à l'amer, au délicieux. Et le sucré, quand vous goûtez quelque chose de sucré, ça va activer une glande qui est dans le cerveau qui s'appelle le noyau accumbens, qui est le centre de la récompense. Et il va faire de la dopamine de plaisir. Vous savez, c'est ce noyau qui gère nos vies. Parce qu'en fait, ce qu'adore le cerveau, c'est le plaisir. Et donc ça nous pousse à reprendre du sucre derrière. Exactement. Bah lui, qu'est-ce qu'il va faire le cerveau? Il dit, je recommence. C'était bon. Je vais recommencer. Donc il y a une accoutumance. D'abord une accoutumance. Alors après l'addiction. C'est ce qu'ont très bien compris les industriels alimentaires. Alors ça c'est le centre de mon livre, c'est que moi les industriels, si vous voulez, ils font leur métier. Ils sont là pour faire du chiffre d'affaires et des bénéfices. C'est la base, c'est la loi d'ailleurs. Je rappelle qu'en France, si vous avez une entreprise qui fait de bénéfices, c'est suspect. Donc, ils font des bénéfices. Mais ils le font dans un secteur qui est peu réglementé. Il n'y a aujourd'hui aucune loi qui impose une quantité de sucre maximale dans les gâteaux de vos enfants ou dans les bonbons. C'est là où ça ne va pas. Ce n'est pas les industriels. Les industriels ne sont pas les grands satans qui veulent nous rendre malades. Ils font leur job et ils le font plutôt bien d'ailleurs. Mais il faut que les pouvoirs publics, il faut que la collectivité puisse dire, voilà le taux raisonnable qu'on peut mettre. Le Nutri-Score, par exemple, ce n'est pas suffisant pour ce problème précis. Bien, mais lui, il fait un constat, le Nutri-Score. Il n'influence pas. C'est-à-dire qu'après, les industriels vont vouloir avoir la meilleure note possible. D'ailleurs, il y a en 2012, je crois, il y a eu une réunion entre le gouvernement et les industriels pour proposer une baisse du sucre dans les produits. Et ça a marché, ils l'ont fait. Mais il faut aller beaucoup plus loin, parce que le sucre est absolument partout. Quand vous prenez un pot de cornichons salé, dans l'eau de Saumur, on a mis du sucre. Vous achetez un pot de cornichons sucrés, on vous met de salé, on vous met du sucre. C'est pas raisonnable. Et en même temps, face à cette lenteur des pouvoirs publics, dans ce livre, vous poussez les gens de manière individuelle à se prendre en main. Voilà. Alors je dis, écoutez, les pouvoirs publics, les malheureux, ils ont suffisamment de travail comme ça. Ce qu'on va faire, prenez-vous en main vous-même. Et c'est le but de ce livre. Dans la première partie, j'explique cette relation très incestueuse avec le sucre.
Ensuite, je parle des capteurs. Vous savez, aujourd'hui, on a maintenant des capteurs qui permettent, j'en ai un d'ailleurs, parce que je les essaye tous, de mesurer au jour le jour, au moment le moment, à l'heure, votre glycémie à jeun. Et d'adapter derrière ses repas. Exactement. Et donc, je propose un test pour que vous sachiez où vous en êtes en termes de risque. Ensuite, de poser un capteur. Et vous avez pendant 14 jours, parce que c'est le délai de vie, de la durée de vie du capteur, c'est 14 jours. Il y a d'autres capteurs maintenant qui viennent de sortir, qui sont à 7 jours et beaucoup moins chers. Et donc, je vous donne des menus types. Quel est l'effet ? Quel est l'effet d'un kebab, d'une pizza, d'un couscous, d'une mkaïla, voilà, sur votre glycémie? Eh bien, vous le voyez immédiatement. Donc, si vous voyez que vous êtes très sensible à ça et que vous avez des augmentations de glycémie, ben vous le savez. Et vous notez ça sur un tableau, vous en proposez quelques-uns dans le livre. Exactement. Et puis après, vous savez ce qui se passe? Quand l'homme est informé, il a son cortex frontal qui dit « je sais que ça, c'est pas terrible pour moi ». Alors, vous pouvez décider de le faire parce que c'est une fiesta et que vous avez envie de faire plaisir, mais vous savez au fond que... Et vous rédigez... Ça prenait à réguler un peu. Exactement, vous corrigerez vos quantités. Et puis, il y a l'exercice. Il y a le fait que, donc, dans le programme, je mets aussi un programme d'exercice physique, aussi un programme alimentaire pour vous dire, ben voilà, vous avez telle courbe, est-ce que vous avez des grandes excursions? Parce qu'en fait, le problème, c'est quand vous avez des grands pics et des grands, des grandes excursions de la courbe. À ce moment-là, ça veut dire que votre pancréas, il sort de l'insuline, il en sort, et puis à un moment, à 30 ans, à 20 ans, les gens sont des chaudières, ils peuvent brûler n'importe quoi. Mais à 50 ans, c'est pas pareil. On n'est pas dans le même mood, et à ce moment-là, on ne métabolise pas le sucre de la même façon. Et donc, pour conclure, ce qu'il faut, c'est prendre... C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est se prendre en main. C'est très pratique. Hein. Ah oui, il est très, très pratique. C'est se prendre en main soi-même, regarder comment on réagit à des plats, et ensuite pouvoir organiser sa vie, tout en faisant aussi de l'exercice physique régulier. L'exercice physique régulier, c'est le traitement le moins coûteux, peut-être le plus difficile à organiser, parce qu'on se dit toujours... À minima, c'est quoi? C'est marcher 1 heure, alors, pas rapide, on sait que, courir. Scientifiquement, si vous faites 150 minutes d'exercice physique par semaine, c'est-à-dire 3 fois 50... Intense ou pas forcément? Alors, c'est plutôt du cardio. Ça peut être cool. La marche ne suffit pas, je tiens à le dire. Si vous faites ça, vous diminuez les risques de devenir diabétique si vous êtes prédiabétique de 57%. C'est colossal, sans rien changer. D'accord? Donc, c'est ça qu'il faut faire. Il faut s'en occuper parce que l'épidémie, il faut savoir aujourd'hui que dans le monde, il y a 1 milliard de prédiabétiques, dont 70% seront diabétiques dans les 10 ans. Donc, ils s'ignorent peut-être aujourd'hui. Ah, ils s'ignorent, oui. Il faut bouger maintenant, il faut faire quelque chose maintenant, parce que le diabète, je rappelle que c'est des complications, c'est cécité non traumatique, c'est amputation, c'est insuffisance rénale, c'est neuropathie, c'est des risques qui sont très importants et qui pourrissent la vie. Il ne faut pas se laisser pourrir la vie, il faut se battre et il faut s'en occuper soi-même. Merci beaucoup, docteur Réginald Daluche, d'avoir été avec nous pour nous présenter ce livre très intéressant, très pratique et que je conseille à nos auditeurs. Sucre, l'ennemi public numéro 1, c'est publié aux éditions Albin. Michel, on le voit à la caméra pour qui nous suivent en vidéo. À très bientôt sur Radio J. Bon après-midi. À très bientôt.